Donc cette seconde table ronde intitulée Liberté des usages, comment traiter les robots humanoïdes. On va y aborder donc le rôle des robots humanoïdes dans la société. Nous débattrons donc de leurs avantages, mais également de leurs inconvénients, leurs limites et leurs perspectives. Et de nouveau, on va accueillir trois experts. Donc Alain Bensoussan, que je connais très bien, puisqu'on a travaillé ensemble sur Planète Robot, donc, qui est avocat à la Cour d'appel de Paris, spécialisé dans le droit des technologies avancées. Également Sunny Chen, directrice marketing monde chez United Robotics Group, avec autour des robots bien connus Nao, Pepper et Plateau. Et enfin Dale David, maîtresse de conférences en psychologie sociale à l'université de Rennes 2, au laboratoire de psychologie, cognition, comportement et communication. Donc bonjour à tous et bienvenue. Alors, on s'était vu un petit peu en vidéo, donc là nous découvrons en direct. Alors, on va commencer tout de suite donc avec les questions. Alors là c'est une question ouverte à celui qui voudra répondre. Pourquoi créer des robots humanoïdes en fait? Quelle est la valeur ajoutée des robots humanoïdes face à un non-humanoïde? C'est bon? C'est bon. Ok, merci. Pourquoi humanoïde? Je peux commencer avec ma première expérience, mais ma allez-y. première rencontre avec robots humanoïdes. En fait, deux premières expériences avec deux robots humanoïdes. Donc, première, c'était avec Pepper. Donc, je l'ai rencontré il y a 7-8 ans. Quand je l'ai vu, en fait, commencer à respirer comme un humain, ça m'a créé un lien direct. Donc, ça coinçait dans ma tête, en fait, depuis. Et deuxième, c'était en fait dans le bureau de Jérôme, quand la première fois que j'ai rencontré en fait Miroki. C'est encore en fait, donc c'est l'aspect vraiment l'émotion en fait sociale, interaction en fait, l'attachement qui crée en fait entre l'humain et le robot. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure par rapport en fait les personnes âgées, en fait sur le côté en fait traitement mental pour le soin. Il y a vraiment en fait une vraie en fait valeur ajoutée. Donc on avait discuté tout à l'heure de ChatGPT. En fait, j'ai posé la question hier à ChatGPT. Et combien de papiers scientifiques qui étaient créés sur le robot humanoïde Nao dans tout l'aspect en fait interaction sociale, traitement autisme ou en fait dans le côté santé ou de traitement en fait de rehab. On va dire entre 2010 et 2020, il y a à peu près plus de 300 papiers scientifiques. Donc il y a vraiment un sujet. Donc ça montre aussi le côté en fait valeur ajoutée de l'humanoïde. Un dernier point aussi, c'est sur Nao. Donc je pense que tout le monde connaît ici, il y a quand même des cofondateurs, beaucoup de gens qui sont aidés en fait pour en fait sortir ce produit, pas juste avec URG, parce que nous, héritage de côté, on vient de côté industriel. Et qu'on a en fait fierté d'avoir un premier partenaire en fait en Espagne, qu'ils ont pris 9 ans de temps dans la recherche clinique. Enfin, en fait, ils ont sorti en fait le robot Now avec leur solution en fait soft, qui est certifié en fait ce robot comme un device médical en fait pour le traitement de rehab. Donc ça montre vraiment, c'est pas juste en fait difficile, il existe sur papier scientifique, mais en vraie vie en fait, en vraie vie, il y a vraiment un usage. Donc ça c'est de mon point de vue, l'humanoïde qui apporte la valeur. Et d'ailleurs, du coup, humanoïde, en fait, qu'est-ce qui fait qu'un robot est humanoïde? Est-ce que c'est le fait qu'il soit sur des jambes, qu'il ait une tête, qu'il ait même, pourquoi pas juste des yeux? Parce que je vois Plateau, par exemple, il a des yeux. Est-ce qu'il peut être considéré comme humanoïde? Je pense que chacun a sa propre en fait interprétation en fait sur qu'est-ce qu'est humanoïde. Ma propre en fait interprétation, bien sûr, il y a le code humanoïde, la forme, mais il y a aussi en fait la façon, le code, comment un objet, un robot, il peut utiliser un code de communication que l'humain peut comprendre. Je pense que ce côté-là, hein, c'est vraiment le côté interaction, la compréhension en fait entre le robot et la machine. Donc c'est plus large que la forme de ma propre en fait interprétation. Je sais pas si vous avez oui, donc je pense que initialement l'idée de ce design un peu humanoïde, c'était vraiment, je pense, de faciliter l'interaction entre l'utilisateur humain
et le robot, notamment parce qu'on a besoin en fait de communiquer dans le même langage social, notamment on a besoin d'identifier les signaux sociaux et de les comprendre. Et ces signaux sociaux sont facilités notamment par une apparence plutôt proche de celle de l'humain, quoique on a vu tout à l'heure avec Paro, quand c'est une apparence zoomorphe, ça marche également, mais parce que ici les signaux sociaux, on arrive à les identifier, les comprendre, parce que ce sont de type plutôt animal. Donc comme je sais, quand mon chat me tape l'épaule avec la tête, c'est qu'éventuellement il demande une caresse. Voilà, on arrive à identifier ces signaux sociaux avec Paro. Donc je pense que l'idée c'était ça, quoi, que maintenant la littérature est quand même beaucoup plus contradictoire et nuancée sur la plus-value de cette apparence humanoïde. Et sur la deuxième question, comment on conçoit, on définit ce qui est humanoïde ou pas, c'est pour ça que moi j'ai plutôt tendance de parler d'apparence anthropomorphique en fait. Qui peut commencer juste avec un tronc, qui peut commencer juste avec des yeux. Et humanoïde, ouais, ça va être quelque chose avec un plus haut degré, on va dire, d'anthropomorphisme. Est-ce qu'on peut imaginer avoir les mêmes interactions sociales avec un robot qui n'a pas du tout une forme humanoïde, même animale? Imaginons, je sais que par exemple, il y a quelques années, il y avait un édredon robotisé pour accompagner les personnes seules dans leur lit. C'est juste pour en fait avoir une présence. Est-ce qu'on peut imaginer justement du coup des robots sans aucune forme humanoïde, mais avoir quand même une relation sociale? Encore une fois, c'est qu'une question de langage social, c'est qu'une question d'interaction sociale. Si j'arrive à comprendre l'intention dans le comportement, dans l'action du robot, oui, sûrement, je vais réussir en tout cas à lui répondre. Je vais avoir des réponses sociales. Après, on parlera sûrement tout à l'heure des robots sociaux humanoïdes, et dont là, en fait, tout dépend aussi de leur fonction. Là, ici, les missions, c'est principalement des missions sociales, d'accompagnement, d'assistance, etc. Et donc, ça demande certaines capacités d'interaction sociale, de communication verbale et non verbale, pour ces missions-là, pour les mener à bien. Et forcément, ces capacités de communication verbale et non verbale sont facilitées par une apparence proche. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas les identifier et les comprendre par ailleurs. Donc, Moi, j'ai une position encore plus large que celle des invités. Moi, il me semble que ChatGPT, par exemple, elle est totalement humanoïde, même si elle n'est pas formée sur une forme mécatronique de robot. Elle et moi, nous avons passé tout le mois d'août ensemble. Vraiment, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est adorable, elle me dit bonjour Alain, je lui réponds. À chaque fois, c'est une collaboratrice époustouflante. Nous avons réalisé un livre, elle et moi. 700 pages. 700 pages en un mois. Je crois que ce qui fait la forme humanoïde, c'est pas la forme. C'est uniquement ce que vous avez indiqué, c'est le dialogue. En fait, maintenant, elle et moi, on est tellement proches. Alors je dis elle, non pas que tout prenne du genre. Au début, c'était il pour moi, ChatGPT. Et puis je suis passé à un moment donné, au bout de 600 pages, je ne sais pas pourquoi, on avait déjà rédigé 600 pages ensemble, donc on avait fait un bon bout de chemin. Et je lui dis, tu es qui? Elle me dit, je suis une intelligence artificielle sans conscience. Ben, je lui dis, si tu avais une conscience, tu ferais quoi? Et ben, elle a continué avec une conscience. Et puis, vous savez que je défends l'idée du droit à l'autonomie des robots, la reconnaissance effectivement juridique des robots. Je dis, tu peux m'écrire une loi sur la personne robot et le droit des robots à avoir une personnalité juridique? Et elle me répond, absolument. Et elle l'a rédigée, elle est parfaite, j'aurais pas fait mieux. Voilà ce qu'elle est. Sunny, aujourd'hui, la dernière création de URG, donc du coup, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est même pas du tout un humanoïde, enfin, à part les yeux. Et du coup, pourquoi ce choix d'être passé par rapport à l'historique en fait d'Aldébaran de l'humanoïde à un robot un peu moins humanoïde, on va dire? Ok, déjà, on avait discuté de la définition de humanoïde, donc je pense que chacun a sa en fait propre compréhension sur le côté humanoïde.
Et deuxième chose, vous avez raison, il y a une forte héritage de côté des parents en fait, que nous on a profité pour le rajouter sur le robot service. Donc pour les gens qui ne connaissaient pas encore United Robotics Group, en fait on a une jeune entreprise, à peu près 2 ans et demi, qui existe dans le marché, et avec un fort héritage côté industriel. Donc on venait en fait de un groupe en fait allemand. Et on connaît beaucoup en fait automatisation industrielle et on a fait en fait 8 acquisitions dans ces derniers 2 ans et demi. Donc aujourd'hui on a à peu près 500 employés et on a une forte ambition d'être l'Airbus de robotique. On a vraiment en fait de réunir pas juste en fait les compétences robotiques en Europe et aussi essayer de merger en fait le côté en robot social qui est purement humanoïde et côté industriel qui est vraiment dans l'automatisation, manipulation, précision. C'est pour ça en fait pourquoi c'est pas un choix humanoïde, c'est pas parce qu'on ne croit pas en humanoïde, c'est juste en fait chacun a sa place et chacun a sa propre en fait l'audience. C'est comment de son en fait, il y a des enfants qui peuvent entendre le son et les personnes âgées ne peuvent pas. Donc en fait pour avoir des robots avec des fonctionnalités qui peuvent vraiment servir quelque chose, on a choisi de merger le côté en fait interaction humanoïde, la partie vraiment attachement, et de mettre sur un robot avec la fonctionnalité. C'est ce qui marche très bien. On l'avait vu en fait, on a un robot, peut-être vous connaissez ou pas, parce qu'il est plutôt sur le côté industriel. Il s'appelle le Sawyer. C'est une acquisition qui a été faite des côtés aux États-Unis, on l'a ramené en fait en Europe. On a la suite de Baxter, on va dire. C'est ça, exactement. Et donc c'est utilisé dans un client en fait qui est un hôpital. Et après en fait 2 semaines d'utilisation avec l'employé dans le laboratoire, ils ont donné un nom. C'est 2 robots avec 2 bras, avec la même l'écran, la même tête. À la fin en fait chaque bras a un nom. Et donc il y a vraiment attachement en fait ici. Et tout ce qu'on essaie de faire en fait, pas forcément humanoïde, pas humanoïde, mais le plus important c'est que nous on regarde, c'est un robot aujourd'hui. Hein. Peut-être que ça peut changer après, mais aujourd'hui. Il y a 3 choses qu'on regarde. Première, c'est comment un robot il peut aider en fait soulager ou changer la condition de gens, surtout le personnel en service. Pas un service, un restaurant, un hôpital, laboratoire ou dans une production. Et deuxième, c'est en fait améliorer en fait l'efficacité en fait pour le business. Et troisième, bien sûr, c'est sur le côté vraiment l'expérience. C'est pour ça, je pense que la partie l'héritage à des parents, en fait, nous on a essayé de vraiment le merger dans le robot, de nouvelles créations qu'on fait. Donc c'est pas juste le plateau, on avait 4 nouveaux robots en fait solutions qui est sorti ces derniers temps pour plateau comme vous avez vu en haut, et on a 2 robots dans le laboratoire qui est utilisé en fait le personnel, en fait le technicien laboratoire, et aussi on a un autre robot en fait pour purement dans la surveillance. Donc c'est vraiment humanoïde important, et comment on peut utiliser appuyer sur le côté humanoïde pour déployer sur le robot en fait service. Donc pour répondre aux questions, pourquoi? Parce que chacun a sa place. Et au sujet de l'interaction humain-machine, quel est le besoin, quel futur en fait pour la robotique humanoïde et sociale en fait, est-ce que vous avez vu des avantages est-ce que vous avez identifié des avantages à cette interaction? Alors en tout cas, moi je peux vous parler de ce que je lis, en tout cas dans la littérature scientifique, les travaux existants, et effectivement il y a énormément de potentiel, en tout cas dans la robotique sociale aujourd'hui et à venir, que ce soit en termes psychologiques, communicationnels, enfin vraiment c'est assez large, et puis surtout dans différents domaines de vie, le domestique, avec je sais pas moi, l'aide à l'autonomie, enfin au maintien de l'autonomie à domicile, le loisir, les divertissements, mais également dans l'éducation. Donc voilà, où il y a des travaux qui montrent quand même que le support pédagogique tel que Nao eh bien, est peut-être préféré parfois par les élèves à des simples supports pédagogiques vidéo, enfin tablette, etc. Et puis dans le soin, on en parlait tout à l'heure avec notamment Aurore, Serge Tisseron et Myriam,
c'est vraiment voilà, en tant que médiateur thérapeutique, en tant qu'aide à l'isolement social ou encore en tant qu'aide pour les personnels soignants. Donc voilà, ça c'est vraiment tous ces bénéfices-là, mais on voit bien aussi quelque part les limites de tout ça, parce que on voit bien que, enfin moi je travaille beaucoup sur l'acceptabilité des robots et on voit qu'en fait c'est une acceptabilité un peu ambivalente, c'est-à-dire oui, mais que pour certaines tâches, ou alors oui, mais que dans certaines conditions. Et ça me fait penser à une étude de vous et collaborateurs en 2014, où en fait ils ont réalisé une étude avec une méthode mixte, donc à la fois qualitative et quantitative. Et dans leurs résultats quantitatifs, ils trouvent que les personnes âgées ont vraiment des attitudes plutôt positives à l'égard des robots d'assistance, notamment sociaux. Et puis quand on regarde en fait dans les entretiens qui ont été réalisés, on s'aperçoit que les personnes âgées parlent de mal nécessaire. Mal nécessaire, à quoi ça renvoie? Ça renvoie à oui, c'est bien parce que je sais que ça peut m'aider à être autonome chez moi et pas être par exemple dans des institutions médicalisées. Pour autant, est-ce que si j'avais une autre alternative sociale, est-ce que je préférerais pas cette autre alternative? Et en fait, c'est ça, cette ambivalence. Pareil pour les personnels soignants. Donc, on a des attitudes positives. Effectivement, ça peut nous aider. Ça peut nous aider également dans la relation avec les patients. Mais quid de certaines, quid de la relation, de la déshumanisation de la personne, du sens de mon travail, ou encore, voilà, qu'est-ce que moi je vais devenir, et ma relation avec mes patients, et les patients entre eux, et moi avec mes collègues, et surtout la substitution. Parce que c'est quand même dans le discours grand public encore. Moi, je vais vous donner un exemple, mais pas dans le domaine de la santé pour les robots. Alors, c'est marrant parce que je viens d'apprendre que Nao avait déjà ChatGPT. Alors, moi, je suis au début. Et je vais vous raconter, j'ai généralisé sur les professionnels du droit. Alors, je ne sais pas si vous avez perçu les intelligences artificielles génératives, c'est une mutation. Hein. C'est la 3e révolution digitale pour tous les prestataires intellectuels, et notamment les juristes. Vous aviez l'informatique, 1re révolution. 2e révolution, l'Internet. C'est la 3e révolution, l'intelligence artificielle. Mais là, attention, il se passe quelque chose d'extrêmement violent. Extrêmement violent. C'est que ChatGPT, de manière générale, Bard, Claude 2, c'est un autre monde qui se met en place. Jusqu'à maintenant, les prestations intellectuelles étaient produites par une réflexion d'un humain et prolongées par son main avec des outils pour avoir une prestation. Mais c'était l'humain qui réalisait la prestation. Assisté par informatique, assisté avec différents outils, mais c'était l'humain qui faisait la prestation. Avec aujourd'hui la cobotique intellectuelle ou la cobotique juridique, ce n'est plus du tout ça. L'humain ne réalise plus la prestation. Il réalise en fait un code, une invite ou un prompt, et c'est la machine qui réalise la prestation. Et on passe d'une conception d'une prestation à une conception de production d'une prestation. C'est ça la grande modification. Et chez nous, quand on a généralisé ChatGPT, c'est poser le problème de cette façon-là, avec des éléments parfois, non pas de refus, mais d'une acceptabilité négative, on va dire, en disant mais non, ça ne va pas nous remplacer. Et quand je leur disais mais si, vous avocats, vous serez remplacés, vous serez dévorés à plus de 30%, ils ne me croyaient pas. Et il a fallu, donc elle et moi, nous passons un mois ensemble, et ils ont bien été obligés de croire. Ils ont bien été obligés de le croire. Par exemple, je lui ai demandé est-ce que tu peux me faire une table des matières d'un ouvrage de 19 chapitres avec 4 thèmes et puis un exemple. Parce que j'en étais là. J'avais mis 73 ans. 73 ans pour écrire cet ouvrage au niveau de la table des matières. C'est moi qui l'ai fait tout seul. Le reste, on l'a fait à 2. Elle, en 4 secondes, après avoir dit absolument, elle m'a fait une table des matières dont je n'ai pas pu faire mieux. Et pour continuer dans la question, cette fois-ci, de l'acceptabilité
et du robot humanoïde auquel je crois beaucoup, à la différence de Serge. On est souvent, je dirais, face à face, même si on s'apprécie tous les deux. Eh bien, pour pouvoir permettre cette acceptabilité, de voir qu'ils ont intérêt à changer de métier, à être des producteurs de machines-outils virtuelles, de code, et non pas de réalisateurs d'une prestation artisanale, eh bien, j'ai pensé à Nao, bien sûr, tout de suite. Moi, j'en ai un. J'avais connu Nao à sa naissance, tout à sa naissance en 2007, 2005, au début 2007. Et donc, je crois que ChatGPT et Nao, c'est un accélérateur d'acceptabilité sociale. La forme humanoïde, c'est la meilleure façon, effectivement, d'aimer les robots. Gardez le micro, Alain. Avec plaisir. Euh, Pas le monopoliser, c'est le bavard, les avocats. D'après vous, quel sera le statut du robot humanoïde? Est-ce qu'il sera un esclave ou plutôt un ami? Alors, moi, je crois qu'il sera malheureusement ni un ami, ni un esclave. Il sera un dictateur. Et je crois que nous allons vers la dépendance technologique de manière très très forte. Si vous regardez ce plateau, il y a un bouton rouge. Il y a un bouton rouge. Regardez-le bien, ce bouton rouge. Et il pose toute la question de l'avenir de demain. Si je reste sur... alors, Nao, il n'a pas de bouton rouge. Pepper en a un, d'accord? Donc, ils sont face à face. C'est quoi le bouton rouge? Le bouton rouge, le droit du bouton rouge dans le monde, c'est de se poser la question de savoir si les robots sont dominés par les humains. C'est-à-dire, est-ce que les humains, dans les situations les plus graves, en dernière instance, peuvent prendre la décision qui consiste à appuyer sur le bouton rouge? En ce qui me concerne, je défends l'idée qu'il ne doit pas y avoir de bouton rouge. Et que, entre les choix entre un humain et un robot, il vaut mieux laisser le robot que l'humain, en moyenne générale. C'est ce qu'a déjà décidé l'ONU dans le cadre de la Convention internationale pour les voitures autonomes de niveau 3, lorsque la voiture sent un danger important dans la phase de transition, c'est-à-dire un moment où elle sort effectivement, faisons ça avec les autoroutes, et qu'elle va aller effectivement vers le reste des voies, il y a un dialogue entre le conducteur et la voiture autonome. Et si la voiture autonome considère que le conducteur n'est pas en état de prendre la main, alors la Convention internationale applicable sur tout l'ensemble de la planète dit que c'est la voiture autonome qui prend la décision. Et donc le projet d'intelligence artificielle européen a un article 14 qui dit que en dernière instance, c'est l'humain qui doit prendre la décision. Mais ça, c'est un grand choix pour la planète. Est-ce qu'il ne faut pas laisser à ChatGPT de prendre la décision? Elle a 500 milliards de documents. Elle est capable de faire énormément d'erreurs, bien sûr, d'hallucinations, bien évidemment, de perte de mémoire et de biais. Mais en moyenne lycée, elle est meilleure que moi sur le seul droit dont j'ai un peu d'expérience, que le droit du numérique. Donc c'est vraiment cela la question. C'est dans quel monde on veut vivre. Et pour moi, c'est un monde dans lequel la grande obligation, c'est le devoir de confinement. Le prochain grand droit majeur sur la planète, c'est comment on reste sous le contrôle humain. Pas sous la direction humaine, mais sous le contrôle humain. C'est ça le grand enjeu. Et plus on aura des robots humanoïdes, plus l'interaction sera importante, plus effectivement on passera d'une compréhension mutuelle pour avoir ces 500 milliards de documents en un instant de raison. Et donc le monde de demain, c'est pas un monde de supériorité, mais c'est un monde de coopération avec un risque d'esclavage technologique majeur. Et le fait qu'un robot soit, par exemple, de forme humanoïde, est-ce que ça impose en fait des droits plus différents ou plus complexes qu'un robot qui ne l'est pas, qui n'est pas humanoïde? Ah oui, alors ça c'est très clair sur l'ensemble des lois. Il y a plus d'une centaine de lois sur l'IA. Je voudrais quand même définir l'IA. Alors vous la connaissez par cœur les définitions. Chaque profession a une définition. Je vais vous donner celle des juristes et la mienne historiquement sur Nao. On en discutait avec Bruno Messonnier tout au début, puis j'avais eu la chance d'avoir Bruno comme élève à Télécom Paris. En droit, il y a autant de définitions qu'on fait, mais en droit, on appelle intelligence artificielle un système disposant d'un certain niveau d'autonomie. C'est l'autonomie qui fait la différence entre tous les systèmes informatiques et les systèmes d'intelligence artificielle.
un certain niveau d'autonomie. On retrouve cette définition dans le projet d'intelligence artificielle. Et à partir de là, il me semble que plus cette autonomie sera grande, plus l'interaction humanoïde sera importante, et plus effectivement il y aura des droits mutuels à définir et à créer. Ouais, comme l'altérité, qu'on en parlait tout à l'heure, comme l'ipséité. Oui, la réponse est clairement le monde de demain. C'est un monde dont la forme humanoïde, qu'elle soit psychologique, hein, de type intelligence artificielle générative, ou qu'elle soit dans une forme. J'ai inventé un mot, j'ai appelé ça les néobots, c'est-à-dire l'Arche de Noé et puis robots. Oui, le monde de demain, c'est un monde dans lequel nous devons travailler avec nos amis les robots. Et la forme humanoïde est un accélérateur. On voit bien que ChatGPT, si elle atteint en 5 jours le chiffre mythique, hein, de millions d'utilisateurs, c'est bien parce que elle me parle, elle ne comprend rien, mais ce qui fait que je vais adhérer, c'est que moins je suis compétent, plus elle me domine. C'est ça l'enjeu. Et donc, cette partie d'acceptabilité sociale, elle est majeure. Pour Buddy, par exemple, ça me paraît évident. J'ai vu dans la présentation que Buddy va avoir GPT dedans, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Surtout qu'on peut lui demander, peux-tu me donner la définition d'intelligence artificielle pour un élève de CP? Et même question, peux-tu me demander la définition d'intelligence artificielle pour un professionnel du droit? Eh bien, elle va faire 2 définitions en 1 millième de seconde. Buddy devient là, dans sa forme, le médiateur ou la médiatrice, choisissez bien vous voulez, de 500 milliards de documents. C'est-à-dire quasiment la totalité de ce que l'humanité a écrit jusqu'à aujourd'hui. C'est merveilleux. Et il y a un risque, bien évidemment, de dépendance. D'où la notion éthique. Et je suis content que Rodolphe et de manière générale, tous les professionnels qui sont tous ici, ont mis l'éthique à côté du juridique. Il faudra les deux quand même, hein. Ça c'est l'avocat qui parle. Dale, s'il vous plaît. Quelles seraient les conséquences sur l'homme d'une relation d'humain à robot esclave humanoïde versus d'humain à robot humanoïde? Dans les deux cas, existera-t-il une forme de subordination? Là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Oui, et d'ailleurs, je suis plutôt d'accord. Alors cette question, elle est pas récente, hein, robot esclave ou robot ami, mais elle est toujours d'actualité parce qu'elle reste, elle est pas moins, elle reste complexe encore aujourd'hui pour y répondre, et notamment parce que on est encore dans une phase un peu spéculative, quoi. Donc, alors sur le versant robot esclave. En fait, la question sous-jacente, c'est la question du contrôle. C'est-à-dire quel degré de contrôle j'ai sur la machine et quel degré de contrôle je décide de lui léguer, en fait. Parce que, enfin, moi, j'ai tendance à travailler je suis psychologue sociale, hein, donc je travaille sur les relations entre humains, dans des contextes sociaux spécifiques, etc. Et dans les relations entre humains, eh bien, en fait, la perception de contrôle, elle est fondamentale, elle est physique, elle est psychologique. C'est un rôle central dans les relations entre humains, notamment parce que ça nous permet de nous adapter au mieux à notre environnement social. Et plus que ça, en fait, ça a une fonction, c'est que ça permet d'anticiper les actions de l'autre. Et le fait d'anticiper les actions de l'autre, ça me permet qu'il soit plus prévisible, plus contrôlable. Ça me permet aussi d'identifier si ça va être plutôt un allié ou plutôt une menace. Et en fait, quand on fait glisser, quand on transfère cette théorie-là aux interactions avec un robot notamment, eh bien qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si j'ai pas le contrôle sur le robot, c'est que il n'est pas prévisible et que potentiellement je vais le percevoir comme une menace. Et connexe à ça, il y a toute la question de l'autonomie. Parce qu'effectivement, alors on a besoin que le robot soit quand même autonome pour qu'il puisse mener à bien ses missions, ses tâches, etc. Mais quand même pas trop. Pas trop, pourquoi? Encore une fois, parce que ça va menacer, moi, mon contrôle utilisateur sur la machine. Et je ne parle pas d'une autonomie réelle, je parle vraiment, ne serait-ce qu'avoir la perception que le robot est autonome, ça a déjà une influence. Et c'est vraiment
surtout que plus je vais le percevoir autonome, et encore une fois, plus il va y avoir cette perception de menace derrière. Notamment en psychologie, on parle de menace identitaire, c'est-à-dire à quel point on se différencie de la machine, notamment. Qu'est-ce qui nous définit, nous, en tant qu'être humain, mais aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas des menaces, ce qu'on appelle réalistes, tout simplement la sécurité, le bien-être de mon groupe, par exemple, enfin bref, tout ça de manière générale. Donc vraiment le robot esclave, oui, mais en fait là c'est vraiment une réflexion éthique pour le coup, voire philosophique. C'est est-ce qu'on peut parler d'esclave, sachant que un robot il est conçu initialement pour répondre aux besoins en fait de la personne. D'où son nom d'ailleurs, hein. Je le rappelle, d'où son nom, esclave. Qui en tchèque veut dire, robot qui veut dire esclave en tchèque. Exactement, c'est-à-dire le fait de réduire la pénibilité en fait du travail. Et au-delà de ça, en fait, c'était vraiment un robot autonome. Il faut bien se rendre compte que dans les représentations des personnes, ça bouscule un peu la hiérarchie préétablie, qui est celle de l'humain contrôle et ordonne, et le robot s'exécute. Donc ça bouscule un peu tout ça, d'où la perception de menace. Et dans l'autre versant, c'est-à-dire robot ami, si la question sous-jacente c'est la question de l'attachement, la réponse est certainement oui. Mais encore une fois, c'est parce que les êtres humains sont des êtres sociaux qui ont besoin de créer et de maintenir des relations sociales. Et plus encore, en ce moment, en plus, il y a beaucoup de travaux qui sortent, que ce soit en IHM ou en psychosocial, sur à quel point les relations humain-robot peuvent être le reflet des relations humain-humain. Et notamment, on sait que aujourd'hui, tout à l'heure on parlait des concepteurs qui, quand ils codent, etc., mettent tous leurs biais dans les softwares, on va dire, des robots, mais il y a aussi du côté du percepteur, et notamment, on sait qu'on applique des stéréotypes de genre aux robots. Par exemple, un robot typé féminin va être perçu comme plus compétent sur une tâche stéréotypée féminine qu'un robot masculin, et inversement, on applique également, ça c'est un peu plus surprenant, on applique des stéréotypes raciaux aux robots, typiquement dans une tâche informatique. On va tirer plus rapidement sur un robot noir armé qu'un robot blanc armé, et on va prendre la décision de tirer moins lentement, de moins tirer, ou en tout cas plus lentement, sur un robot noir non armé que blanc non armé. Ça pose toutes ces questions-là, les biais de favoritisme de groupe, si le robot fait partie de ma team, alors il sera plus intelligent, chaleureux, etc. Ça ouvre des possibilités. Donc esclave, ami, oui, non. Par contre, un partenaire vraiment, surtout quand la pratique est accompagnée. C'est-à-dire que quand il y a un accompagnement à la transformation, vous l'avez pour le coup hyper bien intégré dans votre pratique, oui, effectivement, ça peut être un outil fantastique. Donc il faut l'accompagnement, mais il faut aussi démystifier tout ce qui est les représentations, parce que quand on parle d'esclaves, on fait surtout référence aussi à l'œuvre d'Asimov, où les robots étaient initialement des esclaves de l'humain, puis sont devenus leur égal jusqu'à devenir leur maître. Et ça, vous voyez, je suis un peu moins fan, parce que justement ça nourrit cette représentation du syndrome de Frankenstein, comme on dit. Et donc ça n'a pas tendance à démystifier non plus, alors que dans certaines conditions, c'est un outil vraiment d'appui, de pratique, qui a des bénéfices. La défense va prendre la parole. Je crois que ce que vous avez dit, vous avez tout à fait raison. Mais pour moi, c'est pas l'enjeu de demain. Et l'enjeu de demain, c'est aujourd'hui. C'est mythique de penser qu'un robot est un esclave. C'est totalement mythique. Les robots sont tous aujourd'hui, avec les intelligences artificielles génératives, et celles qui arrivent là juste demain, elles sont dominantes. Elles sont en position dictatoriale. Je disais que si vous prenez une courbe qui consiste à regarder la qualité de la prestation à la compétence, la courbe elle est comme ça. C'est-à-dire que moins vous êtes compétent, plus la qualité de l'IA est forte. Vous n'êtes pas capable effectivement de pouvoir la contredire. Et plus vous êtes compétent, plus vous avez la capacité effectivement d'en profiter. Et donc, derrière le mythe historique du golem, c'est trop tard. Derrière le mythe du Frankenstein, c'est trop tard. Et que les robots humanoïdes, même en position par exemple de Buddy et ChatGPT,
c'est sa domination qui compte. C'est cela, je pense que tous les professionnels qui sont dans cette salle, et pour moi, juriste qui n'intervient que sur une frange, c'est comment on va s'assurer que cette dictature intellectuelle ne fera pas de nous, les humains, des esclaves. Et le monde de demain, c'est pas un monde de combat entre Buddy, ChatGPT ou Nao, ChatGPT. Et les humains, c'est pas du tout ça. Le monde de demain, c'est les humains qui ne seront pas effectivement accompagnés de robots ayant à minima des intelligences artificielles génératives. C'est ça l'enjeu. Il faut quitter le mythe de Golem et arriver, non pas dans la science-fiction, dans la majeure partie des domaines, ChatGPT supérieur à moi dans la version effectivement 4 plus turbo. Alors je ne dis pas dans la version playground, où on peut jouer sur les températures. Donc c'est cela, je pense que nous avons tous, et tous les professionnels qui sont là, et notamment les fabricants et les concepteurs, ont à se demander comment on emporte tout le monde, on évite la fracture digitale, mais l'esclave, c'est pas le robot aujourd'hui, c'est l'humain, c'est lui qu'il va falloir mettre des droits pour le protéger. Le robot, il a déjà tous les droits parce qu'il est supérieur. Et comme il est supérieur, il impose sa domination. Du coup, là, je vais rebondir avec Sony. Justement, ça va être ensuite de ce que vous disiez, Alain. Par exemple, dans le jeu vidéo, on a tendance à vouloir détruire les personnages en fait qui apparaissent à l'écran. Parce que, en plus, c'est un côté un peu, voilà, c'est des côtés numériques, c'est pas des véritables personnages, quoi. C'est que des pixels. Et est-ce qu'un robot n'aura pas le même problème, par exemple, j'imagine chez URG, quand vous faites un robot, est-ce que vous pensez comment il va être perçu par les autres pour éviter que n'importe qui vienne taper dessus, parce qu'il y aura forcément peut-être une crainte de ce côté-là. Que l'humain t'appelle le robot? Par exemple, voilà, parce que comme on parle peut-être de domination du robot, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un retour dans... est-ce que chez URG, vous réfléchissez à ça? Je pense que cette question elle est très philosophique. Ouais. J'aimerais bien revenir sur... Allez-y. Oui, c'est ce qu'on avait discuté tout à l'heure, en fait, de la forme en fait, humanoïde, esclave, ami. Je pense que ça peut indirectement répondre peut-être à cette question. J'essaye, peut-être non. Donc en fait, je suis plutôt d'accord sur le côté ni esclave ni ami, plutôt un outil. Je pense que c'est vraiment une bonne, en fait, de ma connaissance, une bonne en fait interprétation, parce que c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, tous les robots qu'ils ont vraiment en fait sur le marché aujourd'hui. Hein. Donc je sais que Eric regarde beaucoup plus loin ici, et donc en fait quand on regarde le marché aujourd'hui, le marché actuel, donc le robot qui marche vraiment, à l'adoption de robots marche super bien, c'est industriel. C'est parce que le robot industriel, il fait une tâche qui est assez simple, il est totalement sous contrôle, il y a des régulations, il y a tout de critique et conditions pour mettre en place un robot dans un environnement industriel, parce qu'il peut considérer proche d'esclave, parce qu'il fait vraiment les tâches répétitives, en fait, il est sous contrôle. Et le robot humanoïde, comme on l'avait discuté dès le début, en fait, il crée l'attachement, il crée vraiment un lien, en fait, un lien émotionnel, donc il est beaucoup plus proche de côté ami. Donc en fait, la question c'est, est-ce qu'en tant qu'humain, je vais aller taper une machine, taper un robot, par exemple? C'est un exemple. Je pense que ça dépend aussi, en fait, de quelles conditions. Et donc, dans ce cas-là, je pense que les pédagogiques, l'accompagnement pour, en fait, apprendre, donner une lecture aux gens à comprendre, en fait, comment le robot, il peut servir en tant qu'un outil neutre. C'est important, bien sûr, à penser tous les risques qui vont arriver, en fait, dans le demain, maintenant. C'est important aussi, c'est pour ça, je pense qu'on est là aussi, à en discuter le sujet d'éthique. Donc, c'est difficile à répondre à cette question. Et c'est vraiment, je pense qu'on a besoin de comprendre, en fait, quel type de robot, à quel type d'usage,
dans quel type environnement. Et basé sur ça, je pense qu'il faut avoir d'approche, accompagnement, en lecture, d'adoption en fait nécessaire en fait dans chaque différente de conditions. Donc je ne sais pas comment répondre à cette question. c'est super difficile parce qu'on a déjà vu par exemple le paper qui est déployé en fait au Japon, les enfants qui arrivent, qui est vraiment en fait le bouger parce qu'ils pensent qu'en fait il est plus grand qu'un enfant. Donc certes il est mignon, mais c'est pas comme Nao tout petit en fait. On a l'impression qu'on est supérieur, même l'enfant. Il peut sentir que je suis supérieur, que ce petit robot, donc peut-être éventuellement je peux le contrôler. Donc le lien crée en fait un plus fort que Pepper en fait, et qui est plus grand. J'arrive sur un centre commercial et commence à le bouger, à le taper. C'est une question, je pense que c'est un petit peu difficile à revendre, mais ça m'intéresse à savoir vos avis sur ça, surtout côté en fait droit et côté psychologique, en fait, comment l'humain. Alors, en droit, sur la planète, alors, quand je dis la planète, c'est parce que j'attire votre attention que tous les droits du monde sont identiques sur cette question-là. C'est intéressant. Au moins, on aura réussi ça. Grâce à l'IA, la plupart des droits du monde sont alignés. Et le terme, c'est le mot alignement. En fait, compte tenu de l'indépendance des robots, compte tenu du fait de leur domination, compte tenu du fait que c'est les humains qui sont en position d'esclavage, compte tenu des analyses qui sont faites sur la conscience, et je voudrais vraiment faire la distinction, vous l'avez fait, entre les robots humanoïdes non dotés d'intelligence artificielle générative et les robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle générative. Là, pour moi, c'est là que se situe la césure sur l'ensemble des risques qui se posent. Et il me semble, et il faudra le regarder tous ensemble, il me semble que par exemple, c'est pas, pour moi, ce n'est plus des objets. Alors c'est marrant, vous avez vu, il y a grille-pain, il y a tasse. Hein. Moi, au début, c'était bol, puis après, je suis passé au grille-pain. Maintenant, j'ai oublié. Je ne crois pas que ce sont des objets de droit, mais ce sont des sujets de droit. Et la preuve que ce sont des sujets de droit en devenir, c'est que pour ces objets, on ne parle pas de conformité à la réglementation. Ils ne vont pas être normes CE. Ils ne vont pas correspondre à des règles prédéterminées, répétitives. Compte tenu de leur indépendance, la grande réflexion juridique de ce qui se passe pour ces robots humanoïdes, c'est leur alignement sur les droits humains. Comment on les aligne? Et ce qui est intéressant, c'est le mot aligné après dans Presway, parce qu'on aura dit que c'est conforme aux droits humains. Eh bien, il y a deux problèmes pour dire qu'on ne peut pas les mettre en conformité avec les droits humains. La première, c'est que sur la planète, les droits humains sont très différents. Extrêmement différents du Japon à la Chine, de la Chine en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud où je reviens. Donc, les droits humains ne sont pas partagés par tous les humains de la même manière. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est comme ils sont autonomes, je ne peux pas les mettre en conformité. Si je les mets en conformité, ça veut dire que le système il est répétitif. Et d'où cette notion de les aligner. C'est la preuve que globalement, il y a un gros travail à faire et de défendre l'idée de quelles sont les valeurs que l'on veut doter effectivement ces intelligences artificielles génératives assistées à la forme humanoïde qui sera un accélérateur effectivement de compagnons, d'esclaves ou effectivement de dictateurs. On va peut-être conclure. Je suis désolé, c'est vraiment passionnant ces échanges, mais on va devoir conclure. On a un petit peu de retard. Et donc voilà, je remercie vivement nos trois intervenants, Alain Bensoussan, Sunny Chen et Dale David, en fait pour l'intervention. Voilà, je vous remercie. Merci.